Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce lundi 26 février. Dans cette édition, nous reviendrons sur les intempéries de la fin de semaine dernière. Les fortes pluies ont entraîné de nombreuses inondations et les précipitations vont continuer cette semaine. Nous irons du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où s'est tenu le premier festival du plancton. Pêche de ces micro-organismes, études au microscope, découverte des différentes espèces de plancton étaient au programme pour en savoir plus sur ces végétaux et animaux aquatiques qui sont essentiels à l'équilibre de la planète. Enfin, retour sur la commémoration du massacre des Lucs sur Boulogne. Élus et habitants se sont rassemblés hier pour la mémoire des 600 tués il y a 230 ans. On ouvre ce journal avec les intempéries du week-end. La semaine dernière, le département était en vigilance orange pour les pluies et les inondations. Actuellement, le Lay et la Sèvre niortaise sont toujours en vigilance jaune pour les crues. La semaine s'annonce toujours humide avec l'arrivée des giboulées de mars à partir de vendredi et jusqu'au mardi 5. Notre journaliste Colline Davy a fait le tour du département ce week-end. Reportage. D'un bout à l'autre du département, les cours d'eau débordent. Ici, le Jaunet, à l'ouest, est à quelques pas de la route. Dans le sud, la Vendée coule à grandes eaux, comme ici au nord de Fontenay-le-Comte. Aucun dégât majeur n'est cependant à déplorer, mais certains sites sont inaccessibles. Le terrain de football de Mareuil-sur-Lay est de nouveau sous les eaux. Un arrêté municipal est également pris à Saint-Hermine, où l'aire de jeu est inondée. Mais les images les plus impressionnantes datent de vendredi. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, la Sèvre nantaise est montée à 2,59 m. Plus au sud, le bourg de Rive-d'Authise était inaccessible à la circulation et le maire comptait une dizaine d'inondations de maisons sur la journée. La décrue de samedi matin aura suffi pour faire revenir le calme, mais la rivière est restée bien haute. La vigilance restait de mise dimanche encore. Aujourd'hui, le plus gros est passé. Nous n'avons plus d'eau dans les maisons. Toutes les routes sont réouvertes à la circulation. Voilà, nous sommes en vigilance, aussi bien les élus que les services techniques de la commune, en cas de fortes pluies qui arriveraient. Les panneaux sont au carrefour pour prévoir les déviations s'il devait y avoir. Mais aujourd'hui, s'il y a des pluies modestes qui viennent, la rivière peut s'écouler. On a quand même des pluviomètres, on suit ça de près avec le syndicat mixte. Il nous alerte des débits qu'on a en amont. Donc on est monté à 85 mètres cubes secondes sur Saint-Hilaire-des-Loges dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, quand on est alerté de ça, on sait que ça va venir quelques heures après dans la commune. Tous les acteurs restent sur le qui-vive, notamment en amont de la Sèvre niortaise. Dimanche soir, les sapeurs-pompiers ne signalaient pas d'intervention particulière liée aux fortes pluies pendant le week-end. La nuit, en revanche, s'est avérée plus agitée. Rencontre à présent avec l'Ampaseo qui a vu le jour en septembre 2023. C'est l'association pour la mémoire et la prévention des abus sexuels dans l'église catholique de l'Ouest. Elle organise à Sainte-Flève-les-Loups une soirée de prévention et de parole sur le sujet le 9 mars prochain, avec notamment la diffusion du film documentaire Le prix d'une vie. Près de 333 000 victimes d'agressions sexuelles par des prêtres en France ont été reconnues par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Avec ces soirées, l'association veut continuer de sensibiliser la population et aider les victimes. Il ne faut pas s'en contenter de ce qui est fait aujourd'hui. Il faut même accélérer encore les choses et continuer à être présent, parce qu'on peut vite oublier ce genre de choses, comme on a oublié nous pendant une cinquantaine d'années, nos traumatismes, nos blessures et nos cicatrices. Et on s'est regroupés pour promouvoir la mémoire et la prévention des abus sexuels dans l'Église et devenir quelque part des vigiles, des sentinelles pour veiller à ces deux objectifs-là que nous avons pour réduire en tout cas ces événements dramatiques. Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie où la communauté de communes a présenté son plan ZAN, comprenait zéro artificialisation nette. Cette loi nationale est entrée en vigueur en 2021 et elle vise à protéger les terres agricoles et forestières en limitant l'étalement urbain. La première étape est de diviser par 2 le rythme d'artificialisation par rapport à la période 2011-2021. Concrètement, pour le pays de Saint-Gilles, il reste 80 hectares constructibles jusqu'en 2031. Les collectivités doivent donc repenser leur plan d'urbanisation. Aujourd'hui, il faut urbaniser différemment. Comme nous avons de l'espace restreint, il va falloir optimiser ce qui nous reste.
à la fois tant sur les zones artisanales et industrielles que sur l'habitat. Donc, comme nous avons un potentiel limité, il va falloir optimiser ce potentiel. Avant, on pouvait s'étendre et faire un peu n'importe quoi, si je puis dire, pas toujours. Mais là, il va falloir vraiment repenser l'urbanisme et repenser nos zones industrielles pour optimiser ce qui nous reste en terres constructibles. On reste à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce week-end s'est déroulée la première édition du Festival du Plancton. C'est Amaury Guérin qui est à l'initiative de cet événement. Le navigateur a rejoint le Cercle polaire en 2022 pour y mener une étude scientifique sur le plancton et il souhaite sensibiliser le public. Il faut dire que cet ensemble de micro-organismes fascine autant qu'il interroge. Le plancton est essentiel à l'équilibre planétaire. Il est la base de la chaîne alimentaire et a les mêmes vertus que les plantes pour la régulation du climat. Alors pour en savoir plus, on regarde ce reportage de Colline Davy. Tout le monde à bord pour une plongée au cœur de l'univers du plancton. Un festival organisé par Amaury Guérin pour raconter son expédition, mais aussi toute la science méconnue qui accompagne ces petits êtres. Le but, c'était d'aller jusqu'au Cercle polaire arctique en Norvège, le long de la Norvège, sur ce petit bateau, pile ourson, pour collecter et analyser du plancton. On commence à entendre parler de plancton, mais ça reste quand même plutôt inconnu. Enfin, en tout cas, ce qu'est le plancton, quand on demande de définir le plancton, souvent on voit que les gens savent que c'est petit, c'est dans l'eau, mais ça s'arrête là. Alors à travers différents ateliers, le grand public est invité à observer et analyser ces planctons. Pas toujours simple de parler sciences microscopiques, mais avec un peu d'ingéniosité, le tour est joué. Déjà, j'utilise des petites peluches plancton. Dès qu'on observe une espèce de plancton, hop, je montre la peluche et je montre en fait la physionomie du plancton pour comprendre comment il avance, pour comprendre comment il mange. Oui, normalement, ils ont tous compris que le plancton, c'est des petits animaux ou des végétaux qui se laissent porter par le courant. Et le plancton, c'est bien plus que ça. Il est vraiment à la base de la vie sur la planète. Et puis, il continue à créer, le phytoplancton continue à produire de l'oxygène aujourd'hui. C'est un indicateur très sensible des changements climatiques. Il est aussi à la base de la chaîne alimentaire et est utile même quand il meurt. Les plus petits organismes vivants ont donc énormément de qualités à découvrir, ce qui ne manque pas de ravir le public. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Le microscope, le 3e atelier. J'ai appris beaucoup et d'un atelier à l'autre, j'ai retrouvé ce qu'on nous avait appris au premier. J'ai trouvé ça extraordinaire. Une approche d'un univers que j'ai envie de continuer à connaître, à regarder au bord de l'eau et à voir que tout est très fragile et que ça donne envie de préserver nos océans et les mers partout. Ce festival pédagogique a attiré de nombreuses personnes à Saint-Gilles. Si la date d'un prochain rendez-vous n'est pas encore dévoilée, nul doute qu'une 2e édition se tiendra pour découvrir ou redécouvrir le plancton. Au début de l'année 1794, au Luc-sur-Boulogne, a eu lieu l'un des plus gros massacres de la période des colonnes infernales. C'est le nom donné aux colonnes incendiaires envoyées par le général Turreau pendant les guerres de Vendée pour détruire les derniers foyers insurrectionnels de la Vendée militaire. Près de 600 personnes ont été massacrées en 2 jours, dont 110 enfants. Pour commémorer les 230 ans de ce tragique événement, un dépôt de gerbes et une messe ont eu lieu hier en leur mémoire. Un moment chargé en émotions. Écoutez le président du Souvenir vendéen. L'émotion est très très forte sur tout le territoire de la Grande Vendée militaire, donc plus grand que le petit territoire où nous sommes aujourd'hui. Mais ici, c'est encore plus marqué peut-être parce que c'est important qu'on ait cette mémoire de périodes et de moments qui ont été des apogées, en fait, malheureusement, de ce qui s'est passé. Mais c'est aussi vrai dans tout le territoire. Et ce que la Vendée est aujourd'hui, ce que les Vendéens sont aujourd'hui, en fait, trouve ses racines dans ce qui s'est passé en 1793-1794. On ouvre une page de sport en commençant par le basket. Dans le cadre de la 17e journée de Ligue féminine, La Roche-sur-Yon recevait l'équipe de Saint-Amand aux Oudéry samedi soir. Les Tigresses du RVBC, qui étaient avant-dernière du classement avant le match, devaient s'assurer d'une victoire devant leurs adversaires. Malgré un premier quart-temps en faveur de Saint-Amand, 23-30, les joueuses vendéennes ont dominé le reste du match en emportant la victoire 92-66. L'équipe est maintenant 10e du classement de Ligue féminine. On a manqué d'agressivité sur le début de match. Bon voilà, on fait un deuxième carton juste incroyable. Et le deuxième carton il est exceptionnel, t'as 0 balle perdue, t'as je sais pas combien de paniers à 3 points.
qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ce deuxième carton-là. Et puis il nous lance dans le match. Et puis voilà, on fait une deuxième mi-temps où on est sérieux. Le groupe, faut franchement le féliciter. C'est des matchs qui vont rester gravés dans une saison et celui-ci était vraiment très très important. On avait demandé, tu vois, qu'on ait des vrais guerrières sur le terrain, on l'a eu. On avait demandé qu'il y ait une vraie communion avec le public, on l'a eu. La salle, elle est juste incroyable ce soir. Moi, ça m'a donné la chair de poule parce que j'ai vibré. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vibré comme ça aux Oudéry. Ça va donner envie aux gens de revenir. Tout se met bien, tu vois. Et ça, c'était super important pour nous. Ring hockey à présent, l'équipe Vendéenne affrontait Coutras en National 1 Elite samedi soir à La Roche-sur-Yon. Un match qui s'est ouvert avec un premier but côté Vendéenne, suivi de 3 buts de Coutras. L'équipe locale est remontée en marquant 2 buts consécutifs dans les 5 dernières minutes de jeu. Match nul 3-3 à la fin de la rencontre. Les Lyonnais restent invaincus depuis le début de la saison en championnat et sont 2e au classement. Pendant les 50 minutes, on n'a pas réussi à mettre le rythme qu'on voulait mettre. On n'a pas été à l'aise du tout. Je pense que Coutras, ils ont fait le match qu'il fallait pour rester dans le match pendant les 50 minutes. On a été un peu punis sévèrement en deuxième mi-temps parce que finalement, on ne fait pas beaucoup d'erreurs. Les peu d'erreurs qu'on a fait, on les a payées cash. Après voilà, on reste encore invaincu. Coutras, c'est un adversaire qui est redoutable. Et puis nous, on continue notre chemin. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tous nos reportages sur notre site internet tvvendée.fr et le retour de l'actualité, ce sera dès demain matin dans la matinale présentée par François Pérez à partir de 7h. Passez une très bonne soirée.